enrichissant et qui permettait surtout de remonter à l'Assemblée nationale les problématiques des élus et notamment des maires. Mm. Et donc, voilà, c'est pour moi un choix très, très difficile et en même temps douloureux, mais un choix de cœur. Vous sous-entendez que si vous aviez l'occasion, vous pourriez, notamment les républicains, remettre en question euh, cette interdiction de cumul de mandats? Bien sûr, ah ben, je l'ai toujours dit et je suis quelqu'un qui affiche clairement mes opinions et ma pensée, hein. J'ai voté contre, ça a été sous le gouvernement de François Hollande, j'ai voté contre cette loi sur le non-cumul des mandats Mm. parce que je trouvais que c'était une très mauvaise idée d'interdire les maires de siéger à l'Assemblée nationale. Nous étions à l'époque sur les 577 députés, nous étions 150 députés maires, ce qui Mm. ne représentait pas la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et donc le phénomène inverse s'est créé. Depuis 2017, nous avons à l'Assemblée nationale énormément de gens de la société civile Mm. qui sont rentrés dans l'hémicycle. Alors c'est bien qu'il y ait des gens de la société civile, mais la petite difficulté, c'est que ces gens de la société civile, alors qui peuvent être des chefs d'entreprise, des gens Mm. très intelligents, ont une méconnaissance totale du fonctionnement des collectivités territoriales. Mm. Et quand on voit les débats que nous pouvons avoir dans l'Assemblée nationale avec les ministres et les fonctionnaires, comme je dis, hein, les fonctionnaires passent, les fonctionnaires restent, les élus passent. Mm. Et quand on veut débattre avec eux, il vaut mieux avoir un peu d'expérience d'élu local pour pouvoir faire avancer les lois et pour pouvoir marquer, je dirais, la particularité du fonctionnement des collectivités locales. Et il n'y a rien de mieux qu'un maire pour dire comment ça se passe sur le terrain. Et la Seine-et-Marne, c'est au-delà de la troisième couronne. Vos 11 candidats que vous allez nous présenter Oui. vont porter quel message aux Seine-et-Marnais? Un message très très clair, un message de proximité, d'expérience, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vraiment la nécessité au sein de l'Assemblée nationale d'avoir des élus d'expérience, des élus qui connaissent le terrain, Mm. des élus qui vont pouvoir défendre les particularités du terrain, hein, que ce soit la désertification médicale, et on a besoin d'avancer sur ces sujets-là, les problématiques de transport, qui sont des sujets nationaux, qui ne sont pas uniquement des sujets départementaux, et toutes ces problématiques de la ruralité, parce qu'on est un département rural, Mm. et on a besoin d'avoir des élus qui connaissent le territoire pour pouvoir défendre au niveau national ces territoires et ces problématiques locales. Alors, vous les connaissez particulièrement, ces candidats qui vont porter les couleurs de les Républicains. Oui. Parlez-nous de ces candidats. Alors, ce sont effectivement des candidats de terrain avec une expérience, avec une mixité, hein, puisqu'on a vraiment cette parité. Quand je dis mixité, je parle de parité, Mm. on a autant d'hommes que de femmes. Un peu On dans a l'esprit des départementales. Oui, tout à fait, avec cet esprit un peu de binôme. Oui. Là, on a des circonscriptions avec des candidates féminines, des candidats masculins. On a un peu tous les âges. On a des élus expérimentés. On a aussi une femme qui vient de la société civile. Mm. Donc voilà, au travers de ces 11 candidats, et on a un candidat UDI pour la Ouais. 11e circonscription. Donc, on a vraiment le panel, je dirais, de ce qu'on a, les Français ont envie de voir dans l'hémicycle, des femmes, des hommes, jeunes, moins jeunes, société civile, accord avec l'UDI. Et donc, je pense on a vraiment 11 candidats qui représentent la Seine-et-Marne, qui peuvent représenter au sein de l'hémicycle cette diversité dont on
on a besoin à l'Assemblée nationale. Alors, jusque-là, on a toujours vu les Républicains avec l'UDI. J'oublie pas que quand Jean-Jacques Barbeau est arrivé au département, il y avait justement ce regroupement, ce large regroupement de la droite. Et Oui, malheureusement, quand on regarde plus vers là où vous êtes, que Septier qui va affronter Thériault, est-ce oui. qu'il n'y avait pas moyen de s'entendre en amont? Si, alors bien sûr, nous on a proposé à Patrick Septier, puisque je le rappelle, la présidence du département par Patrick Septier, c'est les Républicains qui l'ont choisi, qui sont allés chercher Patrick Septier et qui, suite au départ de Jean-Louis Thériault, Oui. avec clairement cette candidature, enfin cette candidature à la présidence du département Mm. pour terminer le mandat. Oui. Nous n'avions à aucun moment indiqué à Patrick Septier qu'il allait refaire un mandat de président de département et c'est pour ça que nous avons, Jean-François Parigi était clairement allé voir Patrick Septier un an avant l'élection Mm. pour lui dire qu'il avait l'intention de se présenter. Donc, il a affiché clairement ses intentions. Mm. Et à partir de là, on a proposé des choses à Patrick Septier qu'il a refusé, estimant qu'il était légitime pour conduire à nouveau le département sur ce nouveau mandat. Or, les forces en présence montraient clairement que les Républicains étaient plus nombreux que le centre droit, que l'UDI. Et logiquement, mathématiquement, il était légitime que Jean-François Parigi se présente et emporte cette élection, ce qui a été le cas. Donc maintenant, il y a, je le dis clairement, hein, je pense une revanche Oui. de la part de Patrick Septier à vouloir battre Jean-Louis Thériault sur cette circonscription. Les électeurs vont choisir, vont trancher, hein, c'est la démocratie. Jean-Louis Thériault a fait un travail exceptionnel, énorme sur le terrain Mm. de cette troisième circonscription. Donc, c'est les électeurs qui trancheront en toute connaissance de cause. Bah, alors, vous faites confiance aux électeurs Seine et Marnais pour ce Tout à grand fait. rendez-vous. L'UDI, juste une circonscription, est-ce que Oui. là aussi, ça risque pas de coincer un peu? On a l'impression que c'est une force d'appoint et pas un partenaire pour les Républicains. Alors, je comprends votre question, mais ça a toujours été le cas. L'UDI revendique une circonscription en Seine-et-Marne et nous avons respecté nos accords. Mm. Et vous pouvez d'ailleurs interroger l'UDI sur cette question des législatives. Et nous n'avons aucun conflit sur le fait que l'UDI ait une circonscription en Seine-et-Marne. Quand vous regardez les équilibres politiques de la Seine-et-Marne, Mm. l'UDI a quelques maires UDI en Seine-et-Marne, mais qui ne justifient pas le fait qu'ils souhaitent plus de circonscriptions. Et d'ailleurs, ils ne me l'ont pas demandé. D'accord. Voilà, on n'a pas de débat. Pas de débat sur le poids politique de l'UDI au niveau des législatives. Il y a vraiment pas de conflit. D'accord. Pas de regret pour certains élus candidats que vous auriez bien voulu avoir sur la liste LR puisqu'ils ont déjà porté les couleurs des Républicains par le passé. Non, écoutez, non, il n'y a pas eu de demande particulière, hein, puisque vous voyez on a sur la 9e circonscription Guy Geoffroy qui a Reste là. souhaité Mhm. repartir et voilà, nous avons accepté sa candidature. Non, honnêtement, pas de sujet au sein des Républicains. En tout cas, moi, je vous remercie. Mais juste, moi, j'ai cru comprendre aussi que Christophe Jacob allait s'occuper d'autre chose. Or, on sait que c'est quand même un poids lourd pour notre département. Oui. J'imagine que vous allez regretter s'il laisse, mais
vous semblez être mieux placé. Vous tenez la corde, non, pour succéder à Guy Geoffroy comme sage des Républicains. Ah, alors, loin de moi l'idée de briguer la présidence du parti. Oui. Et c'est très bien de me poser cette question parce que je vais clairement vous répondre que pour moi, notre prochain président ou présidente de parti doit être notre candidat aux prochaines élections présidentielles en 2027. Voilà, Donc, je on pense que retrouve là, le candidat naturel, comme on ouais, disait par le passé. voilà, tout à fait. Je pense que les deux expériences malheureuses que nous avons eues, aussi bien de la primaire que du congrès, hein, puisque voilà, le choix de faire un congrès sur cette présidentielle 2022 n'a pas forcément non plus été un exercice concluant. Et donc, moi, je fais partie de celles qui prônent président de parti, candidat à la présidentielle. Voilà, il faut absolument, on a une force militante sur le terrain qui est assez exceptionnelle et il faut vraiment que le président du parti soit le candidat parce qu'il peut bénéficier, du soutien financier du parti et des forces militantes de terrain qui sont là pour accompagner notre candidat à la présidentielle et qui lui permettront de faire la tournée du pays avant la future présidentielle. Hein. Quand on voit que ce soit Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, ce sont des candidats qui sont dans le paysage politique depuis de nombreuses années. Et il n'empêche que c'est eux qui sont sortis en tête de cette élection présidentielle. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un travail de terrain important à faire. Et c'est pour ça que moi, je prône le fait que notre président de parti soit notre candidat à la présidentielle. Bien, écoutez, j'espère que vous allez être bien entendu. Un dernier mot, Monsieur Larcher, que vous Oui, connaissez très bien, a dit oui. que on va reconstruire du sol au plafond. Vous allez apporter votre contribution? Bah, si on me le demande, oui, bien sûr que je serai disponible pour aider mon parti à se reconstruire et à reprendre toute la vigueur et la couleur que nous avons dans le paysage politique. Bien évidemment que je serai à la disposition de notre parti s'ils ont besoin de moi pour le reconstruire et préparer la prochaine échéance. C'est aussi ça la particularité. Hein. Le quinquennat, c'est très court. Mm. Et donc, il faut qu'on puisse travailler pour 2027 tout en étant très présent. Et je le serai avec ma casquette de maire Oui. et de présidente de communauté de communes, tout comme je le serai pendant ce mandat-là. S'il y a besoin de porter la voix des collectivités au niveau national, je serai prête à le faire, bien évidemment, aux côtés de David Lisnard, hein, qui est le président de l'Association des maires de France et qui, avec Monsieur Léniel, sera tout à fait en capacité de porter la parole des collectivités au niveau national. Et sur les affiches, je sais que les candidats peuvent avoir une certaine liberté, mais j'imagine que le visuel, le slogan pour tous les candidats de notre département, vous le connaissez. Vous pouvez nous le livrer? Oui, pour vous défendre, Ah, le slogan des Républicains, c'était ça votre question? Alors peut-être oui, que je n'ai oui. pas compris votre Oui, oui, question. c'est ça, le slogan des Républicains pour cette élection. Oui, tout à fait, pour Oui. vous défendre. Voilà, nous défendre. Merci donc de nous défendre, les Républicains en Tout Seine-et-Marne. à fait. Merci Valérie Lacroute d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup pour votre interview. Merci à vous et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
Voilà donc Christophe de Gaulle est encore avec moi, 5 minutes pour revenir sur cette élection. Voilà, à droite, c'est vraiment l'union sacrée en place. Le discours est le même, vous défendre leur slogan. Mais quand on regarde du côté de la gauche, Christophe de Gaulle, où, en tout cas, les intentions de vote montrent qu'il y a une majorité de Français qui aimeraient bien voir NUP l'emporter, ben, NUP doit faire face à des frondeurs. Christophe de Gaulle, est-ce que vous comprenez ce travail de fondeurs qui sont, en tout cas, qui communiquent très bien aussi, hein? On les voit sur les plateaux de télévision. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y ait des frondeurs en ce moment crucial pour la gauche française? Ben, c'est normal. Moi, je l'ai toujours dit sur ces ondes. Je dis, bah, l'unanimisme dans un parti, c'est un rêve, c'est une chimère. Mhm. Les gens ne peuvent pas partager les mêmes points de vue. Il s'agit pas de, c'est pas une nouveauté. La question est simple, comment conduire un parti aux élections? Mhm. Vous voyez, si on est 10, on a peut-être 10 manières différentes de conduire ce parti-là. Donc, Mhm. les fondeurs ont une opinion à exprimer. Et là où le parti devient donc important, ça veut dire qu'il y a au sein du parti une instance qui est là pour concilier ces points de vue, vous C'est ça. voyez, qui peuvent être comme des points de vue contraires, mais il ne s'agit pas de faire taire ces gens-là. Non, 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 ceux attendez, qui excusez-moi, veulent les Christophe de faire, Gaulle. Il y a quand même, vous avez vu que comment dirais l'union avec la France Insoumise a été validée par un vote du Parlement du parti et malgré cela, il y a toujours des frondeurs. C'est ça que je comprends. Moi, je croyais il y a toujours une discipline à gauche plutôt. mais non, Non? on n'est pas dans une armée là. On n'est pas Oui. dans une armée, on est dans un parti politique où les gens sont libres d'exprimer leur point de vue. Mhm. Et c'est pas parce que la direction, vous voyez, c'est comme on dit, c'est simplement le parti. Les gens ont voté, Mhm. mais c'est pas du 100%. Les scores staliniens là, ça n'existe pas. Oui, mais la Ça voix de la n'existe plus. majorité, on s'aligne ou on s'aligne pas. C'est ça aussi Mais les règles on, démocratiques. mais ça, non, non, ça ne veut pas dire que je vais taire mon point de vue. Je Oui. continue à penser que le chemin emprunté par le parti n'est pas le bon. Et je peux l'exprimer. Nous sommes en démocratie et je dois pouvoir le dire. De telle sorte que, bon, ça c'est des hypothèses de travail. Si on vient à perdre l'élection, je dirais au moins, j'ai attiré votre attention. J'ai attiré votre attention. Vous voyez, c'est ça la beauté de la chose. Il ne faut pas qu'on veuille embastiller tout le monde parce qu'on ne pense pas comme ça et on fasse marcher les gars à la baïonnette. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut que les gens expriment leur point Qui de vue. travaille Et maintenant, sur la le peuple le peuple français pourra trancher parce que le dernier mot ne revient pas aux fondeurs, le dernier mot revient aux électeurs. C'est eux qui vont choisir quel qui bloque. parti est plus à même de conduire les destinées de la France. C'est là où il faut rester. Et c'est à ce niveau-là que ceux qui pensent qu'ils ont raison au sein du nouveau rassemblement de la gauche, c'est comme ça que moi j'appelle ça, c'est à eux maintenant de travailler pour convaincre ceux qui sont réticents à les rejoindre en leur montrant le bien fondé de leur action. Qu'est-ce que nous avons comme objectif? Et lorsque nous aurons atteint notre objectif, comment est-ce que nous allons exercer le pouvoir? Donc, moi, je pense que ces gens-là ont raison de garder leur point de vue et le parti, l'instance qui dirige, a choisi une orientation. Ça, c'est des choses que nous devons apprendre à vivre avec et non à vouloir à tout prix faire taire ceux qui ne pensent pas comme nous. Voilà, donc nous allons, comme je vous l'ai dit, donc à partir de toute cette semaine, donc donner la parole aux candidats, aux listes présentes sur cette élection législative chez nous en Seine-et-Marne. En attendant d'essayer de récupérer Norbert Bouboutou, je fais une virgule et nous allons évoquer, allez, euh, cette fleur, bien sûr qu'on l'a évoqué la dernière fois, mais je pense que le problème ne semble pas réglé. On va jeter un regard sur les deux nominations dans l'équipe d'Elisabeth Borne qui bloquent.
pas la nuit.